sais que nous avons un certain temps et pas plus, mais avant de commencer ce texte, je vous dois quelques explications sur le fait que c'est très important pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tout de suite accepté, parce que ma vie a été édifiée ou fracassée par Stefan Zweig. La plupart des endroits où j'ai été dans ma vie, Zweig y était passé avant. Par exemple, j'étais élève à l'école Louvois, c'est au square Louvois que Stefan Zweig rencontre un journaliste, un moment très important. Les hôtels, les lieux, les coïncidences, le fait aussi que j'ai interprété le joueur d'échecs, Amok, j'ai écrit un livre sur Stefan Zweig, mais surtout, j'étais donc sociétaire de la Comédie Française et tout d'un coup, en répétition au théâtre de l'Odéon, je vois arriver un couple dans la salle, une dame et un monsieur âgé qui s'installent, la salle est vide, on est en répétition avec Gérard Vergès qui montait pour la Comédie Française, Volpone. Volpone qui venait d'être donc accepté, on était dans les années 70, qui venait d'être accepté par le comité d'administration de la Comédie Française, dont l'administrateur était Pierre Dux. Et Volpone était donc la pièce de Ben Jonson que Stefan Zweig avait donc adaptée, et la version française de la pièce avait été écrite par Jules Romain. Et ce monsieur dans la salle, c'était Jules Romain, avec son épouse. Son épouse qui s'appelait Lise Dreyfus. Pendant la guerre, Jules Romain a fui aux États-Unis, où d'ailleurs Stefan Zweig l'a croisé, évidemment, l'a rencontré. Et après la répétition, puisque j'avais l'honneur d'interpréter le rôle de Mosca, le rôle principal que Jouvet avait rendu légendaire dans le film, avec Charles Guillain, qui jouait Corbaccio, avec évidemment Harry Bohr, génialissime dans Volpone, mais génialissime. Harry Bohr torturé par la milice française comme juif, et qu'ils ont ramené chez lui pendant la pleine guerre, et qui est mort à la suite de ces tortures. Donc, Jules Romain, après la répétition, Jacques Charon interprétait Volpone, Michel Aumont-Corbaccio, il y avait toute la grande troupe de la Comédie Française, et complètement fébrile, je dis c'est pas ça, j'étais encore en costume, et je vois cette dame, brune, enfin, peut-être une cinquantaine, une soixantaine d'années pour moi, qui est à côté de ce monsieur qui est là. Et elle me fait signe. Et à ce moment-là, je suis tombé dans les bras de Madame Romain, donc Lise Dreyfus et de Jules Romain. Et Jules Romain m'a donc, au cours du succès en plus de la pièce, évidemment, il a entretenu une relation, on a entretenu une relation, et donc j'ai pu connaître la vérité sur Stefan Zweig. Et il est bien évident que si on prend votre propre biographie personnelle, vous imaginez bien que votre vérité, même si on écrit 10 livres, 30 livres sur vous, même si vous avez une légende d'écrivain, d'acteur, de peintre, peu importe, toutes les grandes légendes que j'ai rencontrées dans ma vie, entre la vérité et ce qu'on dit, ce qu'on écrit, on peut parler du 14 de l'Apollo de tout le monde, il y a quand même un énorme fossé. Et donc, je me permets d'être là parce que je pense être d'une certaine façon légitime pour me retrouver presque, pas au même endroit, mais presque dans le lieu à quelques kilomètres d'où Stefan Zweig lui-même, dès la guerre, d'ailleurs en pleine guerre, 14-18, est venu. Ici, en Suisse, et il est revenu évidemment plusieurs fois en Suisse. Il a écrit d'ailleurs des très belles choses sur la Suisse et sur ce qu'il y a vécu. Alors, vous allez donc entendre plusieurs textes, certains de Stefan Zweig, et puis, bien sûr, 80%, on va dire, et puis vous le comprendrez tout de suite, puisque c'est je,
Et puis, vous allez entendre 2-3 textes intermédiaires qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas parler du Christ sans parler de ceux qui ont croisé le Christ. Et on ne peut rien comprendre à Stefan Zweig, dont l'interrogation, vous allez voir, est depuis des années, notamment en figure de proue, Hannah Arendt est tout à fait culpabilisatrice vis-à-vis de sa position. Or, quand vous sortirez tout à l'heure de cet endroit magique, vous aurez peut-être une autre opinion, c'est pour ça que je suis là, sur l'attitude de Stefan Zweig, qu'on lui a tant reproché. Alors j'espère que vous sortirez avec une complicité avec Stefan Zweig, puisque son attitude n'est pas loin de celle que vous partagez en ce moment. Et vous allez comprendre pourquoi. À la fin de la Première Guerre mondiale, durant son séjour en Suisse d'1 an et demi, Stefan Zweig s'entretient fermement de l'avenir européen, notamment avec Henri Barbusse et bien sûr l'homme de sa vie, Romain Rolland. Zweig dit « Je me suis toujours laissé guider par l'émotion. Je tenais à négliger la réalité politique. J'ai refusé de me salir en participant à ces mêlées bouffonnes d'intellectuels européens en recherche d'absolution, en fait. Oui, je devais me tenir en haut de cette horde obséquieuse. Je voulais demeurer solitaire au-dessus de cette dégradante banalité de la politique. Je ne me suis pas chargé de politique pour continuer ma route d'écrivain. Devenir une autorité morale me suffirait. L'œuvre, là c'est moi qui parle, l'œuvre de Stefan Zweig résonne en nous. Il est de ces êtres d'exception qui nous ont légué leurs paroles. Et plus étrangement encore, dans son cas, ses doutes, ses erreurs, ses lâchetés, sans masque, visage découvert, cœur nu. Stefan Zweig n'a pas seulement souffert pour les autres, les siens, son peuple exterminé, 57 millions de morts la Seconde Guerre mondiale. Mais il a souffert pour ceux qui restaient pour sauver leur peau, mais qui, une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, auraient à venger les leurs, à témoigner, à accuser, à juger, à pardonner. Il a soudain saisi que lui ne pardonnerait pas. Et plus insupportable qu'il ne se pardonnerait pas à lui-même de n'avoir pas su réagir à temps, dénoncer à temps, combattre et arrêter à temps. Son suicide n'est ni un acte de courage, ni une preuve de désespoir. Il est justement ce jugement atroce qu'il se porte pour être passé de l'inconscience du silence coupable durant l'aurore du nazisme, de la culpabilité à l'impuissance, à l'avènement du Führer, de la fuite à l'aveuglement de la défaite au crépuscule dont il ne voyait plus la fin. Zweig n'aurait pas la lâcheté de s'absoudre. Pathétiquement, il écrivait ainsi, mais cette fois en encre de sang,
son œuvre la plus déchirante, dont lui-même devenait le narrateur fatal, le héros criminel, le verteur de son siècle, mort d'un non inconnu. Lui, le plus célébré de tous les écrivains, admiré pour son œuvre, si bouleversante, lui, le juif Zweig, en fuite, lui qui au XXIe siècle ferait partie des 10 écrivains les plus lus dans le monde. Lui allait commettre l'irréparable, ignorer la défaite nazie, la défaite du mal, ne pas être là quand enfin les forces du bien, celles qu'il avait tant aimées, tant souhaitées, allaient terrasser Hitler. Comme si Stefan Zweig se détachait par ce suicide outrageant de notre monde. Comme s'il nous abandonnait, entraînant dans cette fuite odieuse son épouse sacrifiée. Hannah Arendt condamne l'attitude de lâcheté muette à son goût de Stefan Zweig. Elle dit, au lieu de se battre, de lutter, de hurler, il se tait et ne prononce même pas le mot juif dans son discours du 24 avril 1940 sur les ondes de Radio Paris. Zweig se persuadait dans les années 30 que les rouages de l'horreur nazie finiraient par céder, que la vigilance et la frénésie des militants nazis ne perdureraient pas si longtemps et finiraient par s'épuiser, et surtout que ceux bien plus décidés à combattre finiraient par s'unir pour tout faire plier et en venir à bout au plus vite. Romain Rolland tente en vain de faire réagir Zweig. Il lui écrit le 12 novembre 1938, « Mais dites-moi, pourquoi le peuple juif dans le monde entier n'a pas jailli depuis 10 ans une grande voix de douleur et de malédiction ne s'est pas fait entendre. Nous l'attendons, nous l'appelons. » La réponse de Zweig, ce n'est que par nos réalisations culturelles que nous pouvons et que nous devons combattre le fascisme. Or, 16 ans auparavant, Stefan Zweig a 33 ans à la fin de la guerre 14-18. 39 même, il est né en 1881. Il a 33 ans au début. En 1922, il ne s'agit donc pas d'un jeune homme, il lit cette diatribe que tout le monde politique allemand et européen a eu entre les mains, puisque cette diatribe, c'est Romain Rolland qui lui a communiqué mot par mot. En 1922, voilà ce qu'Adolf Hitler déclare. Le juif, cette sangsue doit être exterminée. Pour atteindre notre but, tous les moyens seront justifiés, même si nous devons nous allier avec le diable. De la haine brûlante, c'est ce que nous voulons déverser dans les âmes de nos millions de compatriotes allemands jusqu'à ce que s'embrase en Allemagne la flamme de la colère qui nous vengera. Je serai réellement au pouvoir et ma toute première tâche consistera à annihiler les Juifs. Dès que j'aurai la possibilité de le faire, je ferai construire à la Marienplatz de Munich autant de rangées de potences que la circulation le permettra. Puis les Juifs seront pendus, sans discrimination, et ils resteront pendus jusqu'à ce qu'ils puent. Et ils resteront pendus
tant que les principes d'hygiène le permettront. Dès qu'on les aura détachés, ce sera au tour de la prochaine fournée. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier juif de Munich ait été exterminé. On agira séparément de même dans d'autres villes, jusqu'à ce que l'Allemagne ait été complètement nettoyée des juifs. Tout juif, pris avec une blonde, subira la peine de mort. L'objectif ultime de l'antisémitisme rationnel est l'élimination complète des Juifs. La réaction de Stefan Zweig en 1922, il écrit « La politique est parvenue à un point de bêtise crasse et d'entêtement stérile qui l'anéantira. » C'est une lettre à Romain Rolland du 11 octobre 1922. 2 ans après, en 1924, il confiait à Romain Rolland, au cours d'un voyage à Paris, avant de s'installer à Salzbourg, fuyant Vienne, comme à l'image de Tolstoï, qu'en fait, il voyage avec lui-même. Je ne veux plus jamais revivre dans une grande ville, je ressens trop la concentration que procure l'isolement bénéfique. Le 6 novembre 1926, à Vienne, au Burgtheater, la première donc de Ben Jonson, du Volpone, adaptée par Stefan Zweig, a lieu. En 1933, Zweig est stupéfait par son impuissance. Hitler est au pouvoir. Stefan Zweig, pour la première fois de sa vie, ne décide pas pour lui-même. Sa vie lui échappe à jamais. Et il tentera en vain jusqu'à sa mort de se retrouver. Et peut-être justement, c'est sa mort dont il sera seul maître. Zweig, contre sa volonté donc, est mis au banc, tel un ennemi juif du régime nazi et donc future victime. Comment alors, par réflexe, ne se sent-il pas forcé lui-même de devoir affirmer politiquement sa position? En mars 1935, 2 ans après, il déclare à Romain Rolland « La guerre est inévitable. La future guerre européenne sera si terrible que nous ne survivrons pas. Moi, je ne prendrai pas un masque à gaz pour me sauver la vie. Je préfère crever. Je n'ai aucune envie de survivre à une seconde guerre. Oublions la folie, la stupidité du monde. La politique nous abrutit, elle est tellement répugnante, absurde, qu'on ne se sauve qu'en crachant sur elle. Or, 1 an après, en 1936, Daladier, Chamberlain commettent l'irréparable, la lâcheté ignoble des accords de Munich. On se souvient de Daladier dans l'avion, quand l'avion atterrit en France, disant « quelle bande de cons », parce qu'il voit à travers le hublot les millions de gens qui viennent pour l'acclamer. Lui, il sait très bien ce qu'il a fait. Or, à l'Assemblée nationale française, les députés vont donc voter. À l'unanimité, moins 2 voix. Une voix d'un socialiste et une voix d'un homme de droite. Cet homme de droite, à l'Assemblée, est un héros de la guerre 14-18, un aviateur grièvement blessé, commandant d'escadrille, et il va prononcer, il s'appelle Henri de Kérillis, c'est un homme de droite, il a même créé un journal de droite, l'Époque, mais il est d'accord avec le jeune Charles de Gaulle. L'avion ne doit pas soutenir l'infanterie, soutenue par les tanks. L'avion doit préparer l'infanterie. Bien évidemment, les responsables français vont se conduire d'une façon ignoble. Et voici ce que déclare de Kérillis, qui va donc voter contre. Il est à l'Assemblée.
Ce discours, bien évidemment, sera l'objet de nombreuses discussions qui reviendront entre Romain Rolland et Stefan Zweig. Hitler vient de forger le plus gigantesque instrument de guerre qu'aucun pays au monde ait jamais eu à sa disposition. Croyez-vous qu'il soit prêt à le jeter à la ferraille? Je sais bien que ceux qui ont le courage de prévenir le peuple français sont accusés de semer la panique. Il est trop tard pour exalter le désarmement. En face des hommes d'État exaltent les mitrailleuses et les canons. La vérité, c'est que l'Allemagne accumule à nos frontières ses régiments, ses tanks et ses avions. La vérité, c'est que 80% de ses forces sont concentrées contre nous. La guerre menace. Tous les Français, tous les Européens le savent. Mieux encore, ils le sentent, même ceux qui ne veulent pas l'avouer. Je crains que nous ne soyons sur le chemin inévitable de la guerre. Je crains que dans l'esprit d'Hitler, elle ne soit d'ores et déjà décidée. Si Hitler veut la guerre, c'est pour des raisons de prestige, parce que de même que le communisme entraîne par une fatalité inexorable la guerre civile, de même le fascisme entraîne la guerre étrangère. Hitler s'y est condamné lui-même par les conditions matérielles dans lesquelles il a placé sa dictature. Il n'a résolu, voyez-vous, le problème du chômage qu'en mobilisant 3 millions d'hommes dans les industries de guerre. Il n'ose pas les renvoyer à leur misère et à leur triste destin et avouer en même temps l'échec d'une politique basée sur les restrictions et sur les souffrances consenties pour l'armée allemande. Les Allemands se sont privés de beurre pour avoir des canons. Faudra-t-il maintenant que les canons ne servent à rien? Si Hitler veut la guerre, c'est pour devancer les armements anglais. Nos amis anglais, après une longue période d'abandon, après avoir sombré comme nous-mêmes dans un pacifisme chimérique, en sont brusquement sortis. Avec les qualités merveilleuses d'organisation que nous leur connaissons, ils se sont mis à l'œuvre, eux, mais ils ont besoin de 18 mois encore. Hitler le sait, si Hitler veut la guerre, ne vous faites aucune illusion. Il la veut à l'ouest. Il la veut contre nous. Il n'ira pas s'enfoncer dans une guerre orientale. Il ne jouera pas les Bonaparte. Il ne marchera pas sur Moscou. Il veut un succès foudroyant en France. Si nous sommes abattus, c'est toute l'Europe qui s'écroule à ses pieds. Hitler établit sa domination et le rêve de la Germanie enfin réalisé. Enfin, les foules vous ont acclamé à votre retour de Munich, Monsieur le Président du Conseil. Et Dieu sait si je comprends le cri de joie d'un peuple qui a pu échapper au fléau de la guerre, mais ce ne sont pas des illusions trompeuses qu'il faut déverser dans le cœur des Français, c'est la vérité qu'il faut leur montrer. Hitler nous a prévenus dans Mein Kampf que son but suprême était d'écraser la France, l'ennemi mortel de l'Allemagne, des forces irrésistibles l'entraîneront un jour à se jeter contre nous. Cette paix de Munich consacre le triomphe d'Hitler, c'est-à-dire à la fois celui de l'Allemagne et celui du fascisme international. Cette paix que vous avez signée fait du Troisième Reich un empire colossal qui va établir sans obstacle désormais et par étapes foudroyantes son hégémonie sur l'Europe. Nous pouvons encore forcer le destin. Je voterai seul contre vous tous, contre ce gouvernement dont la politique étrangère s'est traduite par une lamentable faillite et qui nous a conduits au seuil de la guerre. Je voterai contre un gouvernement qui n'a pas encore compris que l'ère des luttes de partis était finie, que le moment était venu devant le péril allemand pour les Français de se réconcilier et de s'unir. Enfin, avant de vous lire le texte que probablement aucun de vous n'a jamais eu entre les mains, qui vient d'ailleurs d'être édité magnifiquement dans un ouvrage remarquable où on retrouve la plupart des textes qu'on a retrouvés de Stefan Zweig, pour bien comprendre sa position qui va suivre et qu'il absout.
il est besoin de vous faire entendre cet extrait britannique qui prouve que tout le monde était parfaitement au courant, comme nous sommes tous parfaitement au courant de ce qui se passe dans le monde. En 1942, la presse anglaise, le Daily Telegraph, du 25 juin 1942, révèle que plus de 700 000 juifs polonais viennent d'être massacrés dans le plus grand carnage de l'histoire de l'humanité. La BBC, en français, par la voix de Jean Marin, ose parler le 1er juillet 1942 que les Allemands utilisent des chambres à gaz qu'on appelle même en Allemagne les chambres de Hitler montées sur roues. Le Foreign Office fait état, le 10 août 1942, qu'un télégramme officiel de Gerhard Rügner annonçant l'extermination prochaine de 4 millions de Juifs pour résoudre définitivement la question juive en Europe vient d'être pris. Le pape Pie XII, le 24 décembre 1942, courageusement condamne le sort, dit-il, des centaines de milliers de personnes qui, sans la moindre faute de leur part, mais simplement parce qu'elles appartiennent à telle race, sont vouées à la mort. Le pape le crie au monde. Alors comment Vichy, Bousquet, Laval, Pétain et les autres ont-ils osé affirmer qu'ils n'étaient pas au courant? Or, en 1942, la France libre co-signe en décembre la déclaration alliée qui s'insurge contre, je cite, la politique bestiale d'extermination de sang-froid. Vichy assume sa politique officielle détaillée, corrigée, signée au détail près de la main du maréchal Pétain, de persécution, d'exclusion, de déportation. Cette main est donc l'instrument efficace des premières étapes de la solution finale. Laval a entre ses mains une lettre officielle du consistoire où il lit qu'il n'y a aucun doute sur le sort final qui attend les déportés du Veldiv le 17 juillet 1942. Ce programme d'extermination a été méthodiquement appliqué en Allemagne. Il l'est à Auschwitz et dans les pays occupés par le Reich nazi. Et ces déportés français sont dans l'intention bien arrêtée d'être exterminés impitoyablement et méthodiquement. L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, le cardinal héroïque, dans sa lettre du 23 août 1942, diffusée aux millions de chrétiens, le pasteur Marc Bogner, au nom de l'Église protestante, dans son face-à-face du courage contre l'ignominie, se voit rétorquer par Laval, à la date du 9 septembre 1942, qu'il sacrifie les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français. Pendant ce temps-là, De Gaulle adresse d'incessants messages de soutien au comité juif britannique et américain. Et voilà la réaction de Stefan Zweig. Le devoir de l'intellectuel est d'éviter la sphère du pouvoir politique et de parvenir à des idées personnelles sans se montrer flexible et donc de ne pas être utilisable par d'autres. Il doit conserver son indépendance, sa liberté intérieure. Il ne doit pas rejoindre un groupement idéologique, un mouvement politique et encore moins un gouvernement. Cette absence, ou plus exactement ce refus de décision de ma part en faveur de tel ou tel, a été caricaturé par beaucoup comme une forme de lâcheté. Ils ont disqualifié mon esprit tiède et versatile, d'après eux. On m'a qualifié outrageusement d'écrivain apolitique. Oubliez-vous ce que j'ai traversé ? La chute des empires russes, allemands, austro-hongrois, les échecs, les effondrements programmés des vaines tentatives d'un soi-disant nouvel ordre protecteur européen dès 1919. À mes 38 ans, j'avais déjà l'âme fissurée.
J'ai subi dans ma chair de juif la montée inexorable du nationalisme dans les pays complices du fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, en Autriche, la dictature en Espagne et l'effroi du bolchevisme, du communisme traître, de Staline, allié hypocrite du Führer. J'ai souffert de la destruction effrayante des régimes dits démocratiques, impuissants, dépassés ou lâches. J'ai vomi l'antisémitisme de masse universelle. Les camps d'extermination et non de concentration, et l'anéantissement fatal des Juifs européens, en présageant celui à la même hauteur du mal de ceux de la diaspora éparpillée de par le monde envahi. J'ai vécu tout cela. Je ne trouve plus l'identité avec moi-même dans toutes les absurdités de notre époque. J'appartenais, voyez-vous, au milieu de la grande bourgeoisie juive viennoise. Fils de millionnaire, je n'ai jamais su m'insérer dans la société viennoise, ni dans la vie professionnelle. Mon frère Alfred et moi devînmes précocement actionnaires de l'usine textile de mon père pour jouir d'un portefeuille bien garni, donc d'une entière liberté de l'esprit. J'ai tenté de me construire une vie d'écrivain au-dessus des viles contingences matérielles. La politique n'est pour moi qu'un bruit de fond qui me dérange. Romain Roland m'a accusé de n'avoir jamais connu le fond de la vraie vie. Il a raison. Je crois me souvenir pourtant d'avoir rétorqué à une insolence de journaliste. Ne suis-je pas le représentant de premier ordre de la modernité viennoise, entre Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Gustav Klimt, Franz Werfel, Bruno Falter, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal et Sigmund Freud. Jeune homme, je vivais dans l'art, uniquement, comme dans une religion qui me poussait à offrir toute ma ferveur, ma passion sans limite à ce monde supérieur, le monde de l'art. La marionnette que nous sommes tous a beau involontairement ou volontairement couper ses propres fils d'âme qui la rattachent à la vie et laisser cette âme disparaître pour s'envoler. Je ne suis pas dupe. Les pantins que nous sommes devenus sans fil s'écrouleront à terre, certes, mais les artistes, eux, ont auparavant laissé dans la vitrine de l'humanité leurs œuvres. Et quittant notre monde, je laisserai en héritage, en vitrine, le mien. Ma gloire intacte apparaîtra à chacune de mes œuvres. Mon cœur y parle. Et voici pour finir donc ce texte de Stefan Zweig qui s'intitule « Les pêcheurs des bords de Seine ». Je vous assure, je vous donne ma parole, que vous n'oublierez jamais ce texte. Il me poursuit depuis 2-3 mois après avoir rencontré Romain Roland, mais je ne l'ai jamais eu entre les mains. Il me l'a lu, je ne l'ai jamais oublié. Dans une histoire de la Révolution française, j'ai trouvé, il y a des années, un petit épisode
le plus souvent négligé, qui, sur le moment, m'a semblé complètement invraisemblable. Après ces 4 années, riches en événements, le jour dramatique de l'exécution de Louis XVI était enfin arrivé. Au petit matin commença le dernier voyage du roi vers la place de la Concorde, accompagné par un sourd roulement de tambour. Là se dressait l'échafaud, dominant une foule immense. Les bras liés, le roi fut conduit jusqu'en haut des marches. La lame tomba comme un éclair. Et la foule poussa une sauvage clameur de joie quand la tête sanglante du souverain oint du Seigneur tomba dans le panier. La République fêtait son triomphe décisif. L'événement le plus considérable et le plus lourd de conséquences du siècle venait de s'accomplir. Mais, comme le soulignait, et non sans irritation, un chroniqueur contemporain, à un jet de pierre de la Concorde et de la guillotine se trouvait, pendant ce temps, toute une série de personnes sur la rive de la Seine en train de pêcher à la ligne durant cette heure historique. Avec autant d'insouciance que n'importe quel autre jour ordinaire. Le dos tourné vers ce spectacle extraordinaire. Ils ne prêtaient attention qu'à leur flotteur de liège. Ils ne tournèrent même pas la tête lorsque la clameur de la foule annonça que le plus grand événement de l'histoire de leur pays s'était accompli. Lorsque je lus cette anecdote pour la première fois dans ma jeunesse, je ne voulus certainement pas y croire. Non. Quelque chose en moi refusait d'admettre la possibilité d'une indifférence aussi égoïste dans un moment historique. Ayant grandi au tournant du siècle, moi-même, dans une atmosphère paisible, tranquille et fort peu tragique, je me figurais que dans les années dramatiques de la Révolution française et des guerres napoléoniennes, tout le monde en Europe devait avoir vécu dans une sorte de fièvre permanente. Voici comment je me représentais Paris ce jour-là. Désertes les boutiques, vides les ateliers et les tavernes, le peuple entier se pressant pour voir le roi en route vers la mort. Chacun les yeux fixés, suivant sa position politique, avec enthousiasme ou accablement, vers la guillotine. Il me semblait parfaitement absurde qu'il ait pu se trouver alors, place de la Concorde, sur la rive, une seule personne capable de prêter attention, enfin, à une chose aussi futile et si peu urgente que la pêche à la ligne. Et non au plus grand événement de cette époque. Mais
il semble que le seul capable de lire et de comprendre véritablement l'histoire soit celui qui en fait cruellement l'expérience. Aujourd'hui, je voudrais que le petit épisode des pêcheurs de bord de Seine ne manque dans aucun livre d'histoire. En raison de notre expérience actuelle, je tiens non seulement pour vrai, mais même comme indispensable au regard de la vérité historique, ce texte. Et chaque jour, ce texte nous donne une leçon d'histoire concrète. Nous vivons une époque au moins aussi dramatique que celle de la Révolution française ou de la Réforme. Pour nous aussi, chaque semaine, chaque journée est pleine d'événements historiques. Des empires séculaires s'effondrent. Le plus grand combat qui ait jamais été livré au nom de la liberté est en cours. Chaque jour, chaque heure apporte de nouvelles tensions. Et la jeunesse des générations futures nous enviera énormément parce que nous aurons été les témoins et les acteurs de cet immense bouleversement du monde. Mais nous sentons-nous en réalité pleinement et constamment concernés par ces événements tragiques, nous, les contemporains? Ou plutôt, avons-nous la force nécessaire? Nous sentons-nous assez impliqués pour suivre jour après jour et heure par heure tous ces événements horribles qui se précipitent? Si nous nous posons franchement la question, nous devons convenir que nous sommes tous incapables de nous maintenir en permanence dans cet état de grande tension et que nous ne jetons que de temps à autre un regard atterré et désespéré sur l'actualité. Parmi les millions et les millions de contemporains, le plus grand nombre ne vit pas du tout au rythme de l'histoire, mais seulement à celui de sa propre existence. Et si nous nous observons nous-mêmes, nous devons avouer qu'en cette année 1940, où chaque heure apporte son lot d'horreurs insondables, où des bateaux sont envoyés par le fond, où des bombes anéantissent des enfants sans défense, où des hommes sont pourchassés par milliers, où des empires s'effondrent, où toutes les formes du droit et tous les commandements de la morale sont transgressés. Les théâtres et les lieux de divertissement, les plages et les rues sont aussi pleins de gens occupés ou oisifs qu'en temps de paix, sans histoire. Et cela non seulement dans les pays neutres, mais même dans ceux qui sont en guerre. Au milieu des circonstances extraordinaires, la vie quotidienne continue avec insouciance, et rien ne m'a rendu plus évidente la simultanéité de prime abord incompréhensible
qu'une ancienne photo aérienne, publiée dans un journal qui montrait, grâce à sa perspective surplombante, à côté d'un assaut en piqué contre les tranchées, un paysan dans le champ voisin, en train de conduire tranquillement sa charrue, tiré par un cheval, et tournant tout aussi peu les yeux vers le champ de bataille que jadis les pêcheurs des bords de Seine, vers l'exécution du roi. Pour faire place à la vérité, vous et moi, nous devons convenir que la mort de 1000 personnes n'a plus aujourd'hui, après seulement un an de guerre, un effet aussi puissant sur la sensibilité que celle de 10 personnes auparavant. La nouvelle dans le journal reste pâle, elle n'atteint que notre intellect, mais elle ne touche plus notre imagination ni notre cœur, fatigué, épuisé. Si je me demande de quoi je souffre le plus actuellement, je réponds que c'est de devoir convenir que je ne suis plus capable de compatir à tout. Dans un temps qui donne libre cours à un tel excès d'horreur, à une telle démesure de souffrance, qu'il finit par tuer non seulement les hommes, mais aussi la force de compatir à la souffrance humaine. Voilà pourquoi je ne cesse de penser à ces pêcheurs des bords de Seine qui m'ont d'abord inspiré tant de mépris. À première vue, ce constat semble nous faire honte à nous tous. Nous sentons-nous vraiment encore concernés par notre époque? Ressentons-nous encore ces horreurs et ces souffrances au plus profond de notre âme? Et si, au lieu de fixer constamment nos yeux sur les ruines du monde en train de s'écrouler, nous tentions d'en bâtir un nouveau qui soit meilleur. Stefan Zweig. Merci beaucoup. Qui a fait Dunkerque et qui était résistant, enfin tout. Et Dux me parlait un jour de Richard Strauss, parce qu'il y avait j'avais été voir François Florent
m'avait amené à Munich quand j'avais été reçu à la Comédie Française, et il m'avait emmené voir, c'est tout à fait le hasard, encore une fois, Die Schweigsame Frau, la femme silencieuse, donc ce fameux opéra magnifique de Richard Strauss, dont le livret était signé Stephen Zweig. Et Dux m'a raconté ceci que j'ai mis dans un livre, dans le livre que je consacre à Zweig, et qui prouve que qui n'a pas vécu à cette époque-là ne peut pas tout à fait, je ne sais pas si c'est saisir, juger ou comprendre. On peut porter un regard, mais bon, eux savent ce qui s'est passé pour eux. Alors je vais probablement surprendre beaucoup d'entre vous. Richard Strauss, et donc, alors le terme exact en allemand, je ne le maîtrise plus, mais enfin, il a été nommé par le Führer comme responsable en gros, de la musique, de tout ce qui se passerait sous le Reich. Et Richard Strauss allait dans les soirées, à la chancellerie, faisait le signe nazi, etc. Et donc, Richard Strauss, comme son librettiste habituel allait mourir, il appelle Stephen Zweig. On est donc avant la guerre, évidemment. Et Zweig rentre dans le bureau de Strauss, et Strauss lui propose donc de faire le livret de son opéra. Et Zweig refuse. Il dit, je ne peux pas. Avec toute l'admiration que j'ai pour vous, c'est absolument impossible. Juif. Comment passez-vous une seule seconde qu'on va laisser et Richard Strauss et Zweig sortent du bureau. Et Strauss va dans le couloir, retourne Stephen Zweig et lui dit, mon gendre a épousé, mon fils a épousé, ma bru est juive, mon fils a épousé une juive. Je ne vous trahirai pas, juif. Vous faites le livret. Alors Stephen Zweig fait le livret, magnifique. Die Schweigsame Frau, et bien évidemment, les répétitions, d'ailleurs, le chef d'orchestre était Bohm, Karl Bohm, et qui débutait, oui. Et c'est à Dresde, si je ne m'abuse, ou à Dresde, que l'opéra allait être créé. Donc il y a des affiches partout, Richard Strauss, Die Schweigsame Frau, livret, etc. Et Strauss a été convoqué par Goebbels. Et la première a eu lieu avec énormément, évidemment, de nazis aussi à l'intérieur de la salle. Et 4 jours après, la pièce a été déprogrammée. Et Richard Strauss a subi les foudres du Führer, et on lui a donc retiré son pouvoir de décideur. Et c'est d'ailleurs, entre autres, grâce à cette anecdote aussi, que Richard Strauss a été largement, après la guerre, estimé et non pas attaqué. Exactement comme Furtwängler, qu'on a osé traiter de pro-nazi. Or, d'abord, le Führer, son idole était Karl Hahn, et qui a même enregistré une hymne nazie. Comme je l'ai rencontré pour le film, les uns et les autres, et puis après j'ai fait une cantigiquée avec Jacques Janssen, où j'avais demandé que Karl Hahn soit là, alors qu'elle sublime l'admiration que j'avais pour lui. Je me souviens de leur demander comment, comme nous, quand on joue Molière sur scène, on est complètement pétrifié, on essaie de jouer, et le personnage de Molière en train de jouer, et je lui demandais comment lui, quelle attitude il avait par rapport à Mozart, et il m'a répondu dans la loge, avant d'être sur le plateau en direct, que la meilleure interprète de Mozart, c'est le cireur de chaussures de la 5e avenue. Il faut faire luire Mozart comme une chaussure. Et donc, Richard Strauss a été absous, et Furtwängler, ce que personne ne sait, mais que justement, quand après je rencontrais quand même, c'est qu'en fait, quand on a annoncé à Furtwängler que le Führer venait pour la première fois dans la salle, et qu'il serait là le soir, tout le monde, évidemment, de l'orchestre s'est levé et a fait le salut nazi, et Furtwängler est le seul à être venu, il a refusé de faire le salut nazi.
il a mis sa baguette comme ça. Et Fontainebleau, pendant la guerre, en plus, avait quand même gardé, même avant, des musiciens juifs à l'intérieur de son orchestre, et on a sauvé plusieurs. Mais je peux pas, je vais je fais quoi pendant 3 heures. Vous n'avez pas une question spéciale à poser? Non? Un immense bravo. Ben non, mais merci.